Bonjour, bienvenue à l'Atelier Librairie, le livre voyageur animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 18 octobre 2020. Aujourd'hui, je vous entretiens du patrimoine bâti. La différence entre la façade, ce qu'on propose comme regard aux autres, et les fondations, ce qui nous structure et ce qui nous maintient dans notre être propre. Mais avant, une petite sortie à l'extérieur de la librairie, je vais vous montrer quelque chose. Je débranche le micro et nous partons pour une visite à l'extérieur de la librairie. Alors vous voyez derrière moi, c'est un échafaudage. On recule, on recule. Alors vous voyez, nous refaisons la façade. Nous sommes sur la rue Bélanger à Montréal, le 23-19. Un petit tour panoramique. Je vais veiller à ne pas me faire écraser par une voiture. Ça serait sans doute un buzz sur YouTube. Un libraire écrasé. Attendez. Je vais vous faire un petit tour de la façade. On voit ici. Hop, là, on voit plus rien. On tourne encore. Quel travelling, n'est-ce pas? On va laisser passer la dame. La dame avec le petit chien. Voilà. Vous voyez? Alors, vous avez une vue sur cette rue qui n'est pas très rieuse. On a vu mieux comme rue. Alors voilà, je rentre à nouveau dans la librairie. Je monte. Est-ce qu'on le voit? On le voit dessus. Je vais vous montrer le lavabo qui a été. Ouais, on le voit ici. Le lavabo qui a été installé à cause du virus. Les mesures sanitaires. Alors, je rentre à nouveau dans la librairie. On profite. Vous voyez, je fais un petit tour de la librairie. Voilà. Je rebranche le micro. Je vais aller barrer la porte. Alors, je vous résume l'affaire maintenant. Il y a quelques jours, on a reçu un avertissement de la ville de Montréal comme quoi nous devions refaire notre façade. Eh bien, on a eu la chance de trouver un entrepreneur très rapidement qui a accepté de nous faire des travaux d'urgence. On a également trouvé du financement. On a obtenu également les permis et nous les avons obtenus très rapidement aussi. Ce qui est, quand on connaît le dédale bureaucratique, c'est un bel exploit. Alors, là, évidemment, on a devant la librairie des échafaudages. Alors, c'est pour ça aussi, je reviens sur l'idée de base. La façade, c'est ce qu'on présente aux gens. Mais souvent, on se demande, mais qu'est-ce qu'il y a derrière la façade? Alors, Ginette.
y a Ginette qui vient de faire son entrée. Alors, souvent, on se demande, les gens nous offrent d'eux-mêmes une image, et on se demande si l'image colle avec la réalité. Hein? On se demande ça. Parfois, il y a un énorme clivage entre ce que les gens proposent d'eux et sur ce qu'ils sont. Mais qui sommes-nous? C'est la fameuse question, l'oracle de Delphes. Connais-toi toi-même. Nous savons bien que une partie importante de toutes nos difficultés proviennent de notre méconnaissance personnelle. Nous ne savons pas qui nous sommes. Nous savons que nous sommes ballottés, nous sommes tiraillés, nous sommes déchirés parfois par le désir, la peur. Et il y a des choses qui nous échappent, hein, les angles morts, les points aveugles dans notre propre psyché. C'est pour ça que l'arrivée de Freud, sur le plan intellectuel, est absolument indispensable. On ne pouvait déjà pas se passer de Freud. Mais encore moins aujourd'hui. C'est assez piquant de voir comment la médecine biomoléculaire veut se débarrasser de Freud. Parce que Freud touche à l'humain, touche à ce que le corps médical ne peut pas cerner, ce que la pensée technomédicale ne peut pas capter. Et c'est là que ça se joue, au fond. C'est dans cet infracassable noyau de nuit que se joue l'identité, au fond, que se joue la réflexion. On pourrait se demander aussi pourquoi certains êtres humains réfléchissent et pourquoi certains autres êtres humains font tout pour ne pas réfléchir. Alors la façade, c'est ce que nous présentons, et derrière, eh bien, il y a un théâtre obscur où des personnages multiples rôdent. Certains sont tapis derrière les rideaux, on peut voir les rideaux bouger. Certains sont en coulisses qui se glissent furtivement. Du temps des théâtres du 20e siècle et du 19e siècle, il y avait les souffleurs. Hein, les souffleurs qui donnaient les répliques aux comédiens quand il leur arrivait d'oublier leur texte. Les lèvres qui murmurent. Les souffleurs, c'est le surmoi. Ouais, c'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se joue. C'est comme ça que ça se vit. Et puis il y a le public. Le public, le grand autre. Hein? L'autre magistral. Nous sommes sur scène, nous nous promenons avec nos masques, et parfois il arrive que le masque fasse corps avec l'être. C'est ce qu'on appelle l'individuation. Nous devenons ce que nous sommes. Deviens ce que tu es, nous disait Nietzsche, et non pas ce que tu es. Dans le sens de haïr. Alors, la façade, il faut avoir une bonne façade. Il faut avoir une façade qui présente bien. Il faut avoir le souci d'offrir de soi une image avantageuse. Mais ça ne suffit pas. Parce que derrière la façade, il y a des planches de bois. Certaines de ces planches de bois-là, ils sont pourries. Certaines de ces planches de bois, ils sont à changer. Alors la façade, c'est de l'entretien. Mais une façade comme la nôtre, qui était abîmée, qui avait vécu, qui avait donné son temps de vie nécessaire, eh bien, laissait passer l'air, laissait passer l'oxygène. C'était une façade qui respirait. Elle était moche, elle était vieille, mais elle respirait. Alors elle permettait à l'air donc de circuler à l'intérieur de la maison. Elle était défectueuse, mais elle était quand même bonne, n'est-ce pas? On peut avoir une façade impeccable, mais on ne respire plus à l'intérieur de la maison. Notre façade n'était pas impeccable, mais elle nous oxygénait. Alors, une façade plus ou moins adéquate
peut être quand même, nous être quand même favorable. Une façade parfaitement euh, au point, parfaitement scellée, peut faire qu'on étouffe à l'intérieur. Notre contracteur, on lui posait la question, pourquoi certaines devantures de certains bâtiments, ils étaient recouverts d'une sorte de vernis. Alors, il disait, lui, ce qu'il nous expliquait, ce vernis-là, augmentant l'humidité, en fait, c'est un vernis pour ne pas à refaire la façade. Alors, c'est le vernis craque. Hein? Quand on parle de quelqu'un qui, tout à coup, présente bien, et là, on découvre que les comédiens derrière la façade, finalement, ce sont des individus peu intéressants. Alors, c'est là qu'on dit que le vernis craque. Alors, il expliquait que ce vernis-là, visant à ne pas faire les réparations sur la façade, emprisonnait l'humidité. Alors, et ses habitants, se retrouvaient asphyxiés dans leur désir de ne pas s'occuper de leur façade. Je sais pas, il fait 11 minutes 15 et je ne vous ai pas encore entretenu des fondations. Parce qu'au fond, tout notre problème n'est pas un problème de façade, mais on le sait, il ne faut pas négliger ce qu'on offre comme image à autrui. Quelqu'un qui va dire, moi l'image, ça ne compte pas. Parfois on l'entend, ceci. Moi l'image, ça ne compte pas. Si, ça compte. Parce que les apparences ne sont pas trompeuses. Les apparences nous disent tout. Mais pour aller au-delà des apparences, il faut coïncider avec ce que nous sommes. Qui nous sommes, telle est la grande question. Alors, si on allait faire un tour du côté des fondations maintenant, les fondations qui soutiennent, qui sont le pilier de notre existence. Alors, ça prend quoi pour avoir de solides fondations? Hein? Ça, c'est la vraie question. C'est quoi qui fait qu'un être humain a des assises qui tiennent aux intempéries, des assises qui permettent de maintenir la façade? D'abord, d'être en bonne relation avec soi. Comment parvenons-nous à être en bonne relation avec soi? Sans qu'on ait à se préoccuper sans arrêt que nos fondations sont solides, sont saines. En être en bonne amitié avec soi-même. En bonne amitié avec soi-même, c'est avoir été capable, et ça c'est très difficile, d'avoir éclairé les zones d'ombre. D'avoir su être capable d'aller faire un petit tour derrière le rideau. D'être capable d'examiner les aspects les plus rébarbatifs de notre personnalité. Certains de ces aspects-là, évidemment, nous échappent. C'est pour ça aussi que la psychanalyse, qui est en soi une réflexion tournée vers le soi, malgré le discrédit dans lequel elle est, c'est parce qu'il y a des raisons aussi pourquoi on discrédite autant la psychanalyse. C'est que nous sommes dans le temps court, dans le temps de l'efficacité, où nous voulons des solutions rapides, mais des solutions rapides à des problèmes qui datent depuis la naissance de l'humanité, depuis la naissance du premier être humain qui a commencé à réfléchir par lui-même dans sa place dans le monde, dans l'univers. Des questions, un questionnement qui taraude depuis des millénaires, des penseurs, des philosophes, des théologiens, des poètes. Ça ne peut pas se régler avec un agencement moléculaire. Ça ne peut pas se régler avec une consultation en 20 minutes. C'est le travail d'une existence. Et qui va s'y refuser à ce nécessaire travail d'éclairage sur soi, verra toujours ses fondations fragilisées, verra toujours ses fondations même, peut-être même s'affaisser. Et c'est là l'occasion aussi, pour certains, quand ils traversent une crise existentielle importante, comme une dépression par exemple,
c'est une nécessaire remise en cause de notre rapport de soi avec soi. Il y avait des zones d'ombre qu'on ne voulait pas voir. Il y avait des zones de fragilité qu'on ne voulait pas examiner. Alors la dépression est un retour essentiel à soi. Mais nous ne sommes pas obligés de subir une dépression pour réfléchir sur soi. Et ça peut même se faire, je dirais même dans la bonne humeur. Ça peut même se faire dans une certaine allégresse. Mais alors à ce moment-là, il faut accepter, il faut, pour faire advenir le changement, et c'est là le paradoxe, c'est qu'il faut d'abord s'accepter soi. S'accepter soi, c'est se connaître. Hein? On revient toujours à la grande énigme de la connaissance de soi. Bon, je n'irai pas descendre dans la cave pour vous montrer les fondations, mais je pourrais, peut-être dans une prochaine vidéo. Elles sont assez impressionnantes, ces fondations-là, hein, je dois dire. Et je ne crains pas de m'aventurer dans le sous-sol en me disant que le poids des livres va s'affaisser sur moi, que je vais mourir écrasé par les livres. Non, parce que les piliers qui soutiennent la librairie, ils sont massifs, ils sont solides. Où je voulais en venir aussi. Le quotidien aussi. Le quotidien est une ascèse. Le quotidien, là, c'est pas juste une manière d'être au monde, c'est pas juste un apprentissage. Le quotidien, c'est une spiritualité. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Vivre au quotidien, c'est une spiritualité. Et à chaque jour, une fois que nos ablutions sont faites, une fois qu'on a ravalé la façade, on s'est lavé, on s'est nettoyé, on s'est débarrassé des scories de la nuit. On a examiné nos rêves parfois aussi. Certains rêves nous disent, hein, encore là, Freud, merci Freud. Certains de nos rêves nous expliquent. Freud expliquait également que tout n'est pas significatif dans les rêves. Tout ne nous dit pas quelque chose. Certains d'entre eux sont empruntés simplement à l'activité diurne, ce qu'on a fait la veille, par exemple, et que des éléments. Mais certains de ces éléments-là, parfois aussi, nous disent autre chose sur notre condition. C'est Kafka qui interprétait quotidiennement ses rêves également. Je ne sais plus quel auteur disait, un rêve qu'on n'interprète pas, c'est une lettre qu'on n'a pas décachetée, qu'on n'a pas rouverte. Alors, il faut les ouvrir, ces lettres. Les messagers de la nuit nous envoient des messages. Des fois, c'est des messages parfaitement anecdotiques, et parfois, ce sont des messages qui nous avertissent de quelque chose, ou qui veulent mettre en lumière ce que la nuit a accouché, ce que la nuit nous a offert, ce que la nuit enceinte nous a délivré comme message. Cette nuit, par exemple, Fabienne me racontait qu'elle a traversé en moto un charnier et qu'elle avait un passager derrière elle qui lui disait ne regarde pas, ne regarde surtout pas. Évidemment, cette image-là du charnier est absolument monstrueuse, mais elle en dit long aussi sur ce que nous vivons en ce moment. On peut juger que cette pandémie, c'est exagéré, c'est calculé, c'est planifié, on peut dire tout ce qu'on veut là-dessus. Une chose qu'on ne peut pas nier, c'est que c'est un bouleversement inouï, comme aucun être humain n'en a connu. Aucun être vivant actuellement sur cette planète n'en a connu, que ce soit les personnes âgées ou les toutes jeunes personnes à plus forte raison. C'est quelque chose d'inouï, c'est un bouleversement. On peut juger ça de manière, ouais, bon, la vie continue. On peut juger ça, peu importe comment on le juge, c'est inouï. Et je peux comprendre que certains
en sont terrifiés, ou d'autres sont dans le déni complet, ce qui est la même chose. Hein? Ne pas vouloir voir ce qui se passe, ou être terrifié complètement, c'est la même chose. Le déni ou la peur extrême se renvoient l'un à l'autre. Et qu'il est difficile, surtout, ne regarde pas. Ça veut dire aussi, il faut avancer. Alors, la pratique du quotidien, ici, dans une période de totale instabilité, n'est pas qu'une ascèse, c'est aussi une spiritualité, une manière d'être au monde. Est-ce que j'avais tant de choses à vous dire, mais ça aussi, c'est comment je dirais, l'étonnant de mes vidéos, c'est que quand j'ai trop de choses à vous dire, je me dis, faut que je leur parle de ça, faut que je les entretienne de telle chose. Alors j'y pense, puis à un moment donné, hop, je le fais pas. Jugeant que, ayant assez pensé la chose, je n'avais pas à l'offrir. Et à l'inverse, quand mes pensées sont fugaces, mal agencées ou agencées de manière aléatoire, il suffit que j'ouvre l'ordinateur, il suffit que j'allume la webcam et tout à coup, les pensées se mettent à s'articuler et tout à coup se mettent à s'ordonner d'une certaine manière. Tant et si bien que, avant d'ouvrir la webcam, je vais vous dire des choses que je ne pensais pas les minutes auparavant. Et quand je réfléchis beaucoup à vous dire un certain nombre de choses, je ne vous les dis pas. La conclusion, c'est que je ne vous les dis pas. Alors, je peux être longtemps sans apparaître pour les quelques dizaines de personnes qui écoutent mes vidéos. C'est pas parce que j'ai pas des choses à vous dire. C'est que je veux que les choses que j'ai à vous dire soient tellement à point qu'elles finissent par être tellement à point qu'elles finissent par ne plus exister. Comme des fruits trop mûrs, ils ont éclaté, ils ont volé en éclats. Et puis, on ne peut plus les cueillir. Alors, il faut savoir juste les cueillir quand ils sont à point. Ces fruits de la pensée, là. Parce qu'évidemment, on pense sans arrêt. Puis c'est quoi penser? Hein? C'est quoi penser et c'est quoi éviter de penser? Parce qu'on pourrait s'imaginer, en fait, tout le monde pense, mais je ne suis pas sûr de ça. Parce que je vois bien comment tout le monde a des opinions. Hein? Tout le monde a des opinions. Les convictions, ça, c'est plus compliqué. Puis les convictions peuvent être reliées aussi à l'image qu'on veut proposer de soi. Que les convictions peuvent relever de la façade, au fond. Parce que une conviction qui n'est pas mise à l'épreuve par le réel, c'est rien du tout. Alors, tout le monde peut avoir des convictions. Rien n'est plus facile que d'avoir des convictions. Rien n'est plus facile que d'avoir des opinions non plus. Mais dans le cas des opinions, ça a zéro importance, au fond. Je veux dire, tout le monde a une opinion sur le virus, mais c'est pas moi qu'on va appeler pour trouver des solutions à ce problème sanitaire extrêmement grave, peu importe qu'on le nie ou pas. Parce que je ne suis pas épidémiologue, je n'ai pas fait d'études sur les virus, je suis parfaitement inapte. Je peux avoir une opinion, oui, mais ce n'est qu'une opinion, c'est-à-dire rien du tout. Quant à la force des convictions, alors là, c'est encore autre chose. Comme je disais, une conviction qui n'est pas éprouvée par le réel peut avoir des idées très, 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 très généreuses, mais si on répugne à mettre la main dans son portefeuille, à extirper de son temps des billets de son portefeuille, des convictions qui ne nous coûtent pas beaucoup, puis ne nous coûtent pas énormément, ça vaut ce que ça vaut, c'est-à-dire pas grand-chose. Alors, j'aurais voulu vous parler aujourd'hui, les sujets qui me trottaient dans la tête ces jours derniers, j'aurais voulu vous parler de Jeff Bezos, qui est devenu maître du monde en commençant par être libraire, donc il y a de l'espoir, hein, disons-le franchement. J'aurais voulu vous parler du siège de Montréal, parce que maintenant, c'est un peu comme ça que nous vivons la chose, Fabienne et moi. Nous sommes entrés dans un siège. Et j'ai appris un mot, déjà je l'ai oublié, il y a une science du siège. Hein? Il y a une littérature très abondante sur les sièges. Et il y a eu beaucoup de sièges
Il y en a un qui est dans le monde, je pense que c'est dans le monde, il a fallu que je vérifie, vous pouvez vérifier, je pense que c'est dans le monde de l'Antiquité. Lors de nombreuses guerres, une ville, je pense que c'était une ville grecque, qui était assiégée par des opposants, et les assiégés étaient sur le point de manquer de munitions et de manquer de victuailles, de quoi se nourrir. Et le général a eu cette idée assez désespérée, assez saugrenue, mais qui a néanmoins fonctionné, de rassembler toutes les armes restantes et tout ce qui restait de nourriture et de les balancer par-dessus la forteresse. Ce qui voulait dire, et ça faisait déjà un moment que le siège durait, ce qui voulait dire, parce que aussi ça demande beaucoup d'énergie et ça demande des victuailles aussi pour assiéger une place forte. Alors, ce qui voulait dire, en lançant par-dessus bord toutes les armes et toute la nourriture qui restait, c'est le message qui était envoyé, c'était « On s'en fout, vous pouvez nous assiéger tant que vous voulez. On a des armes à ne plus savoir quoi en faire. On a de la nourriture pour des mois. » Eh bien, l'astuce a fonctionné. L'armée assiégeante, dépitée, a levé son siège. Ils ont jugé que, finalement, ils perdraient le siège. Hein? Parce qu'on peut perdre un siège. Hein? Il ne s'agit pas juste d'être assiégé et ne pas être assiégé. Hein? Ce sont deux choses qui, même s'il y a une sorte de cohésion apparente entre les deux faits, ça peut être très, très, très différent. Et finalement, l'armée, pour la conclusion de cette histoire-là, l'armée assiégeante a quitté. Et après ça, la vie a pu reprendre son cours. Est-ce que nous allons jeter par-dessus les enceintes nouvellement fortifiées de notre façade? Parce que, là, je conclue là-dessus, c'était l'image que j'avais là, dans la tête de l'atelier librairie. C'est une forteresse assiégée. Et notre contracteur nous expliquait qu'il était pour faire des petits trous dans la brique pour permettre à l'air d'y circuler, donc d'oxygéner la maison. Et Fabienne me disait, c'est drôle, hein? Ça me fait penser à des meurtrières. Alors, oui, des meurtrières, c'est-à-dire, on va pouvoir se défendre. On va pas juste être sur le mode on subit. On va pouvoir aussi se défendre. Alors, c'est ça aussi, hein? La façade, peut-être votre façade, vous devez faire des petits trous dans votre façade pour que vous puissiez vous défendre, y mettre des armes afin que vous puissiez vous défendre. C'est un joli mot, meurtrière. Hein? C'est la fameuse chanson de l'artiste français qui m'échappe. Il nommait toutes les choses horribles. Il disait tout ce qui a un joli nom, tout ce qui est horrible porte un joli nom. Meurtrière, guillotine, cyanure. Alors, il faisait toute la liste et puis c'est vrai, c'était tous des jolis noms à l'oreille. C'est toutes des choses horribles. Il finit la chanson en disant « Et toi, c'est quoi ton petit nom? » Et voilà. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Portez-vous bien. Et peut-être à demain Mais je comprends une chose en faisant cette vidéo-là. C'est que pour vous parler, il ne faut pas que je réfléchisse trop avant. Si je veux vraiment entrer en communication avec vous, il faut que je mette quelques idées ici et là, mais que je les développe avec vous. Parce qu'autrement, je les développe seul. Et pour finir, c'est quoi l'intérêt de réfléchir tout seul? Hein? C'est quoi l'intérêt de vivre tout seul? N'est-ce pas? Allez, portez-vous bien. À demain peut-être. À demain. Demain, je vais vous retrouver le nom. Peut-être que je vais broder sur cette affaire-là de nos vies assiégées. Voilà. Merci.